Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une figure assez unique et son œuvre un peu déroutante. Henry Adams. Et son autobiographie « L'éducation de Henry Adams ». Oui, un livre très particulier. Tout à fait. On va s'appuyer sur des extraits clés de ce texte. Notre objectif, essayer de suivre Adams dans sa quête quasi permanente et souvent un peu vaine, d'une éducation qui ait du sens. Surtout à cette époque charnière, fin 19e, début 20e. Exactement. Et c'est une réflexion qui, curieusement, elle résonne pas mal aujourd'hui avec nos propres transformations, non? Bon, alors, on essaie de démêler tout ça. Absolument. Et le truc qui revient tout le temps chez Adams, c'est ce sentiment, d'inadéquation. Il se sent jamais vraiment à sa place. Pourtant, il vient d'une famille illustre, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais son éducation, très classique, très 18e siècle presque, il la juge complètement inefficace face aux nouvelles forces. La technologie, le social, le politique, tout changeait. Donc notre but, c'est un peu d'aller chercher les pépites dans sa réflexion, voir ce qu'il en tire, ou plutôt les questions qu'il pose sur l'éducation elle-même. Et il n'est pas tendre avec l'éducation qu'il a reçue. Pour lui, l'école, ça devrait donner des outils, permettre d'économiser sa force, comme il dit. C'est ça. Or, ces années à Boston, puis à Harvard, il décrit ça comme une perte de temps. Carrément. Il dit même de ces années de 10 à 16 ans que c'était du temps jeté. C'est fort quand même. Qu'est-ce qui le frustrait tant, au fond? C'était quoi le problème pour lui? Qu'est-ce qui manquait? Je pense que c'était une grille de lecture pour comprendre son époque. Et surtout pour anticiper un peu l'avenir. Il se voyait comme un enfant des 17e et 18e siècles. Ah oui. Oui, comme s'il avait été parachuté dans le 20e siècle sans mode d'emploi. Pour lui, l'éducation, ça devait être plus que juste apprendre des trucs par cœur. Ça devait structurer la pensée. Mettre de l'ordre dans le chaos. Voilà, c'est ça. De l'ordre dans le chaos, une direction dans l'espace, la discipline dans la liberté, l'unité dans la multiplicité. C'est ce qu'il écrit. Et Harvard, selon lui, passait complètement à côté de ça. Complètement. Il dit en avoir reçu qu'1% de ce qu'il aurait fallu. Il critique les méthodes, le manque de vrais défis intellectuels. C'était trop passif. Et ces sentiments d'être à côté de la plaque, ça vient de loin, on dirait. Déjà dans son enfance, avec cette opposition entre Boston et Quincy. Ah oui, c'est très marqué chez lui. Boston, c'est l'hiver, les règles, l'école qu'il déteste, le sérieux puritain. La contrainte. Voilà. Et Quincy, c'est l'inverse. L'été, la liberté, la nature, et surtout la figure du grand-père, John Quincy Adams. L'ancien président, impressionnant mais plus humain peut-être. Plus ancré dans une histoire, une sagesse pratique. Et cette opposition, ça forge ce qu'il appelle sa double nature. Et c'est pas juste psychologique, c'est aussi temporel. À Quincy, il touche au passé. Son grand-père, c'est le début du siècle, voire le 18e. Sa grand-mère, il la compare à un meuble Louis XVI. Ah oui, quand même. Respectable, mais rigide. C'est ça. Et du coup, il se sent plus proche de ce monde-là, celui des anciens présidents, que du 19e siècle industriel de Boston, de State Street. D'ailleurs, la famille Adams avait une vieille méfiance envers ce monde de la finance. Une querelle héritée, il écrit. Exactement. Tout ça, ça accentue son impression d'être un étranger dans son propre temps. C'est vrai. Même à Boston, il se sent extérieur. Il y a cette image très parlante. Regardez depuis Quincy la fumée des vapeurs cunard vers l'horizon. Oui, le progrès en marche. Mais lui, il regarde ça de loin, avec inquiétude même. On sent qu'il cherche sa place déjà. Alors sa première vraie confrontation avec la politique, c'est Washington. Juste avant et pendant la guerre de sécession. Période de chaos total. Oui, il note l'ignorance ambiante, le désordre. Mais en même temps, quel poste d'observation! Il voit passer des figures clés, Seward, le secrétaire d'État de Lincoln notamment. Il est fasciné par Seward, un type de politique très différent de ce qu'il connaissait en Nouvelle-Angleterre. Plus pragmatique, plus complexe. Et cette expérience prend une autre dimension quand il suit son père à Londres. Ah oui, Charles Francis Adams, nommé ministre des États-Unis. Là, c'est l'immersion dans la haute société et la diplomatie britannique. Et c'est dur au début. L'accueil est froid. Glacial. L'aristocratie anglaise penchait plutôt pour le Sud. Adams décrit l'ostracisme, les codes sociaux compliqués, la méfiance. Mais c'est une école incroyable pour observer. Il analyse tout, les jeux de pouvoir. Exactement. Les personnalités comme Palmerston, le Premier ministre, ou Lord Russell aux Affaires étrangères. Il raconte par exemple la gaffe énorme de Gladstone. Ah oui,
le chancelier de l'échiquier. Puis il déclare en 62 que le Sud a réussi à créer une nation. Ça montre bien les tensions, les calculs. Ce qu'Adams apprend, c'est que la diplomatie, c'est subtil, plein de non-dits, de faux-semblants. Les crises le montrent bien, l'affaire du Trent. Oui, ça a failli tourner à la guerre, ou les réclamations de l'Alabama, ces navires sudistes construits en Angleterre. Ça traîne, c'est compliqué. Et à Londres, il y a aussi cette rencontre avec Thurlow Weed. Ah, Weed, un sacré personnage. Un manœuvrier politique new-yorkais venu aider la légation. Adams est impressionné et un peu perplexe. Il dit que c'est une éducation américaine complète. Oui, le maître des réseaux, de l'influence. Et son conseil sur la confiance en politique est spécial. Je ne conseille jamais à un jeune homme de commencer par penser qu'on ne peut faire confiance à aucun politicien. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bah voilà, faut être cynique, naïf, c'est ambigu. Et ça renforce la perplexité d'Adams. Par exemple, face à Lord Russell, il n'arrive jamais à savoir s'il est sincère ou s'il joue double jeu. L'honnêteté en politique, une notion floue pour lui. Complètement. Et du coup, cette expérience à Londres, aussi riche soit-elle, ça le conforte dans l'idée qu'il n'est pas fait pour ça. Le droit, ça l'ennuie. La diplomatie officielle avec ses hypocrisies, Non plus. Il se retrouve un peu paumé, sans vocation claire. c'est ça. Et c'est là qu'il commence à explorer d'autres pistes. Il cherche du sens ailleurs. Il regarde du côté de l'art. Il fréquente des ateliers, rencontre des artistes comme William Morissant à Paris ou le critique Palgrave à Londres. Mais Palgrave, il le trouve trop féroce pour être aimé. Trop sûr de lui, trop dogmatique. Adams ne trouve pas son compte là-dedans non plus. Il n'accroche pas vraiment. Non. Et il y a cette anecdote assez drôle, révélatrice, sur un dessin qu'il achète pas cher. Ah oui, Il achète un lot de dessins, et il y en a un qui lui semble pas mal. Il le montre aux experts. Palgrave dit « Ah, peut-être du Raphaël ». Un autre expert, Holloway, penche pour Rembrandt sur un autre dessin. d'accord. Puis, grâce à un érudit italien, Libri, il découvre des vers cachés au dos, peut-être de Michel-Ange ou Raphaël. Ça embrouille encore plus les choses. Et alors, sa conclusion? Il conclut, avec ironie, qu'en art, l'ignorance vaut peut-être mieux qu'une expertise aussi faillible. Ça renforce son scepticisme envers l'autorité, même intellectuelle. Bon, l'art, c'est pas ça. Alors il se tourne vers la science? Ça semble plus solide, plus objectif. C'est l'idée. Il devient ami avec Sir Charles Lyell, le grand géologue. Ah oui, une pointure. Et au début, Adams s'est emballé. L'uniformitarisme de Lyell, l'idée que les lois géologiques sont constantes et surtout le darwinisme. L'évolution, ça lui semble une clé géniale pour comprendre le monde. Une théorie puissante. Oui, mais là encore, le doute s'installe. Comment ces théories d'évolution lente, graduelle, expliquent certaines découvertes un peu bizarres? Comme quoi, par exemple? Le ptéraspis. C'est un poisson cuirassé très ancien, du Silurien. On le trouve là, déjà assez complexe, mais sans trace claire d'ancêtres avant lui. Ça coince avec l'idée d'une évolution linéaire. Exactement. Pour Adams, ça montre des failles, des sauts, des discontinuités. Ça remet en cause la belle simplicité du modèle de Darwin et Lyell. Il ne rejette pas tout, mais il voit que la science non plus ne lui offre pas l'unité, la certitude absolue qu'il cherchait. Ça soulève la question, est-ce que les théories scientifiques peuvent vraiment tout expliquer? C'est la question qu'il se pose. Et ce schéma enthousiasme puis désillusion, on le retrouve encore quand il accepte, un peu forcé par sa famille, un poste de prof d'histoire médiévale à Harvard. Oui, un peu à contre-cœur. Et il vit ça comme un nouvel échec. Mais pourquoi? C'était le sujet, les étudiants, l'université. Un peu tout ça, je crois. Il se sentait complètement décalé par rapport à ses collègues aux méthodes. Et surtout, il doutait de l'utilité de ce qu'il enseignait. Enseigner le Moyen-Âge à des jeunes Américains tournés vers l'industrie. Voilà, ça lui semblait absurde. Encore une inadéquation. En même temps, il dirige la North American Review, une revue intellectuelle importante. Mais même ça, il trouve le boulot ingrat, solitaire. Il a l'impression de parler dans le vide. Il se sent isolé. Très isolé. Donc, ni la diplomatie, ni l'art, ni la science, ni l'université. Il reste une dernière tentative, le journalisme politique. Retour à Washington, après la guerre, vers 1868. Oui, il espère encore pouvoir observer le pouvoir, peut-être l'influencer un peu, pousser à des réformes. Mais l'espoir est de courte durée, si j'ai bien compris. Très courte. Il arrive avec un certain idéalisme, mais il est vite dégoûté par ce qu'il voit sous Grant. C'est le Gilded Age, l'âge doré, mais surtout l'âge de la corruption à tous les étages. Les scandales financiers. Oui, l'affaire Jay Gould et la manipulation du marché de l'or.
C'est le symbole pour lui. Il voit que les réformateurs sont impuissants face à l'argent, à la politique politicienne. Ça achève de le rendre cynique. Il se dit que ça ne sert à rien d'essayer de changer le système de l'intérieur. C'est donc après tous ces essais, toutes ces voies explorées sans succès, qu'il commence cette réflexion plus philosophique, pour comprendre les forces qui mènent le monde moderne. C'est ça. Et un moment clé, c'est sa visite à l'exposition universelle de Chicago en 1893. Qu'est-ce qu'il y voit? Une révélation. Une révélation, ambiguë. D'un côté, oui, il sent une énergie américaine, une unité dans l'action, la production, mais ce qui le marque le plus, c'est la puissance brute de la technologie. La fameuse dynamo. Exactement, ces énormes générateurs électriques. Pour lui, c'est le symbole d'une force nouvelle, impersonnelle, qu'on peut mesurer, mais qui transforme tout à une vitesse folle. Et c'est là qu'il développe ce contraste célèbre, la Vierge et la dynamo. C'est quoi l'idée derrière ça? C'est vraiment le nœud de sa pensée tardive. Après la force matérielle de la dynamo, il redécouvre en France, à Chartres, au Mont-Saint-Michel, une autre énergie, totalement différente. Celle de la Vierge Marie au Moyen-Âge. Il ne la voit pas juste comme une figure religieuse? Non, pas seulement. Pour lui, la Vierge, c'est la plus haute énergie jamais connue de l'homme. Une force spirituelle, affective, qui mobilisait tout le monde, qui faisait construire des cathédrales incroyables, qui inspirait un art. Qui élevait l'âme, comme on dit. Voilà, une force qui donnait une unité, un sens au monde médiéval. Et cette force-là, dit Adams, l'homme moderne, l'américain surtout, il ne la comprend plus. Elle lui semble invisible, presque absurde. Lui, il ne croit qu'à ce qui se mesure, se calcule, comme l'électricité de la dynamo. C'est le passage d'une unité centrée sur le sacré à une multiplicité dominée par le matériel. Exactement. Une multiplicité de forces souvent aveugles, divergentes. C'est ça le drame pour lui. Et ils se sont pris entre les deux. Il utilise cette image du cohéreur de Branly. Oui, cet appareil qui détectait les ondes radio. Comme s'il captait les vibrations de la Vierge, cette force ancienne, et celle de la dynamo, la nouvelle force, mais sans pouvoir les accorder. Il rappelle même que Lucrèce invoquait Vénus, que Dante priait la Vierge, des forces féminines puissantes. Oui, pour souligner cette énergie qu'il associe au féminin symbolique. Mais comment comprendre, comment mesurer la dynamo, le charbon, l'auto, bientôt l'atome? C'est ça le défi pour l'éducation du futur selon lui. Penser non plus en séquence, mais en force, en accélération. En multiplicité. Voilà. Et dans ce paysage de force, il repère aussi ce qu'il appelle des forces d'inertie, des sortes de freins, de masse, qui résistent à l'accélération. Comme quoi, par exemple? Il y a l'inertie de la Russie. Cette masse énorme, ce gouffre d'énergie. Il y a l'inertie de la race, bon, un concept daté, mais qu'il voit comme une force historique. Et puis surtout, il insiste sur l'inertie du sexe, ou plutôt la force de la femme. C'est un point un peu particulier. Il parle du problème de la femme américaine. Il la voit comme supérieure à l'homme, plus sensible Mais perdue, désorientée. Ses anciens points d'appui, la famille, la religion, perdent de leur force face à la technologie et à l'économie. Du coup, elle est affamée d'illusions. Elle cherche un nouveau rôle. Et il se demande si cette force d'inertie féminine peut être redirigée, sans tout casser, sans éteindre la race, comme il dit. C'est une formulation un peu... Oui, c'est très daté, typique de son époque. Ça met l'admiration et une certaine angoisse face au changement des rôles. Mais cette angoisse sur la femme, elle fait partie d'une peur plus large. La peur que l'esprit humain soit dépassé par l'accélération de tout. La technologie, l'économie, ça va trop vite. Que nos cerveaux ne soient plus adaptés, en gros. C'est ça. On n'arrive plus à suivre, à comprendre, à maîtriser cette complexité qui explose. Il dit qu'il faudrait un nouvel homme, avec des capacités mentales différentes, presque surhumaines, pour gérer le XXe siècle. Mais il n'y croit pas trop. Non, il est très pessimiste. Il ne le voit pas arriver, ce nouvel homme, d'où son sentiment final d'échec. Échec personnel, mais aussi échec d'une civilisation qui n'a pas su préparer ses enfants au monde qu'elle crée. Son éducation, c'est le constat de cette faillite. Alors, si on résume, l'éducation de Henry Adams, c'est le récit d'une vie à chercher des clés pour comprendre un monde qui change radicalement. Une quête éperdue, oui. Mais qui aboutit surtout à la conscience de tout ce qu'on ne comprend pas. Il finit pas en sage apaisé, mais plutôt avec le vertige de celui qui sait qu'il ne sait pas grand-chose face à cette multiplicité, cette accélération. Et c'est là que ça nous parle encore, plus d'un siècle après. Adams disait « Bah, mon éducation du 19e ne sert à rien pour le 20e.
Alors la question qui nous pose à nous, c'est « Et notre éducation d'aujourd'hui, est-ce qu'elle nous prépare vraiment aux défis du XXIe siècle ?» L'IA, le climat, le numérique, des forces peut-être encore plus dingues. Exactement. Est-ce que nos écoles, nos façons d'apprendre, nous donnent les outils ou est-ce qu'on est un peu comme Adams, un peu paumé, cherchant une unité, un sens qui nous échappe toujours plus face à la complexité ambiante? C'est une sacrée question. Ça montre bien que la quête d'Adams, même si elle est historique, elle touche à quelque chose de fondamental sur le but de l'éducation. Voilà, qui conclut notre exploration pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.